Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose un débrief des trois premières étapes du Giro, donc qui se sont courues en Bulgarie, et ensuite on parlera de la première semaine qui est à venir, donc c'est-à-dire les étapes numéro 4 à numéro 9. Donc, première chose, c'est que ces trois premières étapes en Bulgarie, elles ont été marquées du saut de Paul Magnier, qui a remporté 2 étapes sur 3. Voilà, c'était quand même une belle performance, avec cette première étape au sprint, et puis la troisième qui vient de se terminer à Sofia. Donc la première chose qu'on peut dire déjà, bah, c'est cocorico, parce que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dû attendre l'étape numéro 19, si je dis pas de bêtises, avec un numéro incroyable de Nicolas Prodhomme sur une étape de montagne pour aller chercher une victoire française. Bon, cette fois-ci, c'est plié dès l'étape numéro 1 et c'est doublé dès l'étape numéro 3. Donc on est assez tranquille. Je vous propose de passer d'abord dans l'ordre. Donc l'étape numéro 1, euh, étape très nerveuse, hein, on s'y attendait évidemment, avec ce premier sprint pour aller chercher la victoire d'étape, mais surtout pour aller chercher le maillot rose, avec une étape très courte, 147 km, aucune difficulté sur le parcours. On savait que ça allait être très nerveux, que les coureurs seraient super frais et que tout le monde voudrait aller placer son sprinter pour aller chercher cette victoire d'étape. Un peu déçu de l'échappée quand même, on va pas se mentir, on avait que 2 coureurs dans l'échappée qui sont allés chercher les points pour le meilleur grimpeur. Voilà, donc un coureur de la Bardiani et bien évidemment Sevilla de la Polticometa qui a conservé son maillot en allant chercher les points sur toutes les étapes, mais un petit peu déçu du manque de coureurs présents dans l'échappée, bref. Et on a un sprint final et on s'y attendait un petit peu, mais grosse chute à l'arrivée. C'était dommage, mais étant donné l'état de fraîcheur, l'enjeu et le profil de l'étape, c'était certain qu'on allait avoir en fait un peloton archi nerveux sur la fin d'étape. Et c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, on a eu une grosse chute, donc qui a laissé passer 8 ou 9 coureurs qui ont pu jouer la victoire finale au sprint. Et dans ces coureurs qui étaient présents à l'avant, on avait quand même 7 sprinters, donc qui se sont joués la victoire. On avait les sprinters principaux, hein. Il manquait globalement Groenewegen dans les favoris, sinon il y avait Magnier, bien évidemment, qui s'est imposé, Loen Andresen qui fait deuxième, Ethan Vernon qui fait troisième, Milan quatrième, Madis Mikkels qui fait un super début de Tour d'Italie, le coureur estonien de la IF Education Easy Post, et puis Giovanni Leonardi et Pascal Ackermann qui ont complété ce top 7 avec les sprinters. Étape un peu compliquée, je le disais, avec un abandon qu'on a appris le lendemain, c'est celui de Matteo Moschetti qui n'était pas parti. Donc voilà, première grosse chute. On a eu un peu peur des conséquences. Bon, apparemment, Groenewegen qui était tombé sur le poignet, ça allait bien parce que sur le troisième, il était très fort. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Paul Magnier est allé chercher sa première victoire sur un grand tour. On se disait que c'était vraiment le grand tour de la confirmation pour lui, parce qu'il avait une saison 2025 fantastique, avec 20 victoires si je dis pas de bêtises, mais c'était sur des courses un peu de second rang. Là, on se demandait ce qu'il serait capable de faire sur un grand tour, surtout après son début de saison un peu compliqué. Et bon, bah, dès la première étape, il va scorer, chercher ce maillot rose, donc c'était vraiment magnifique. En plus, franchement, Lund Andresen, Vernon et puis Milan étaient tous bien emmenés aussi. Et c'est quand même trois sprinteurs qui vont très vite, notamment Milan. Et voilà, c'était une belle performance pour le Français d'aller chercher cette victoire d'étape. Donc, pas grand-chose de plus à dire, mais un premier maillot rose pour Paul Magnier. Et donc un sprint gagné devant Lund Andresen, Vernon et Milan, c'était pas n'importe quoi. Le lendemain, étape qui était plus intéressante sur le profil, avec cette arrivée avec Veliko Tarnovo, une étape de 220 km, donc c'était évidemment très très long, et on avait un final qui était vraiment indécis avec cette ascension finale, et puis ensuite la petite redescente pour aller chercher les pavés de ville, le petit radar dans la ville avant l'arrivée. Le fait marquant de cette étape, en delà du fait qu'on n'avait pas d'échappée, on n'avait que deux gars de la Polti. Franchement, c'était un peu, dégoûtant parce que, dans le sens où, sur une étape comme ça, qui a un profil un peu indécis, où il y a des gros points à aller chercher pour le maillot du meilleur grimpeur, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient vraiment intérêt à balancer des coureurs dans l'échappée. Là, franchement, il y a des équipes, je pense qu'on les verra pas de ce Giro d'Italia. Quand tu vois la composition de l'équipe, je vois pas trop sur quel terrain ils peuvent briller. Je pense à la Bardiani, même à la Alpecin, on avait Caden Groves qui était tombé assez durement. La Groupama FDJ. La Groupama FDJ, sérieusement, vu l'équipe qu'ils ont envoyée, à quel moment est-ce que vous comptez briller si vous n'envoyez pas des mecs dans l'échappée sur cette étape-là? Bon, c'est pas les seuls dans ce cas-là, hein. Pinarello, pareil, ils auraient pu envoyer quelqu'un à l'avant. Picnic Postenel, bien évidemment, la Checo, ce genre de gars. Bon, c'est un peu dommage que ces équipes-là aient pas envoyé, même les Unibet, hein, en fait. Les Unibet, ils sont un peu déçus de pas être invités sur le Tour de France. Et là, sur le Tour d'Italie, ils sont invités. Trois étapes.
Il y en avait 2 où Groenewegen pouvait briller, donc ça se comprend un petit peu de pas envoyer de coureurs à l'avant. Surtout que sur la troisième, ils ont fait rouler à l'avant, donc à l'avant du peloton, donc ça se comprenait de pas mettre de coureurs dans l'échappée. Là, sur celle-ci, franchement, montrez-vous, quoi. Donc bref, un peu déçu de cette étape-là avec donc finalement pas d'échappée, à part les 2 Polti qui étaient à l'avant. Et ensuite, on a eu évidemment cette chute terrible sur ces routes mouillées en descente avec énormément de coureurs qui sont tombés, une neutralisation de la course. On a vu dans les coureurs qui sont tombés, donc c'est Marc Soler qui est tombé en premier du côté de la UAE, qui a emmené toute la UAE à l'exception de Jan Christen. Donc abandon de Soler, abandon de Jevine, abandon d'Adam Yates qui a fini l'étape mais qui est pas reparti le lendemain, abandon de Adne Holter, abandon de Santiago Buitrago. Donc ça c'est aussi un coureur important pour le classement général, Santi Buitrago, tout comme Jevine, tout comme Adam Yates. Bref, c'était un peu terrible quand même cette chute, on va pas se mentir, c'était un peu nerveux, mais je pense que c'est surtout que c'était glissant et bon, bah c'est coup à pas de chance, ça glisse, ça va dans la barrière de sécurité. C'était vraiment très dangereux. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs abandons, mais on est content qu'il n'y ait pas eu de, comment dire, de blessures plus graves. Donc à noter qu'on avait du Morgado qui est tombé, du Vendrame, tout ça c'était des coureurs qui étaient vraiment favoris pour aller chercher la victoire d'étape, mais qui ne l'ont pas joué parce qu'ils étaient dans un état trop compliqué. Et ensuite on a cette ascension là, donc à quelques kilomètres de l'arrivée, ascension pas très dure, dans laquelle Piganzoli met un train d'enfer et vient donc l'attaque de Vingegaard qu'on n'attendait vraiment pas, parce que Vingegaard c'est un coureur qui est plus conservateur qu'un Tadej Pogacar par exemple. Et on se dit pas à ce moment-là il va attaquer. Et finalement il l'a fait, donc c'était cool qu'il le fasse. Suivi uniquement par Giulio Pellizzari et par Lennart Van Edvelt. Super nouvelle Lennart Van Edvelt. Franchement je savais pas du tout à quel niveau l'attendre sur ce Tour d'Italie. Là pour l'instant, grosse impression à laisser sur cette étape numéro 2. Les trois devant étaient très forts, Vingegaard a vraiment semblé fort. Et bah, Pellizzari, franchement pas mal, c'est pas un profil qui lui convient vraiment. On a vu que derrière tous les autres gars étaient un peu largués. Il y a des gars qui ont essayé d'y aller, hein, des Bernal, etc. Ils étaient à la rue. Mais là, ces trois coureurs se sont isolés à l'avant et ils ont failli aller chercher la victoire d'étape, mais ça s'est pas super bien entendu. Finalement, le peloton revient, un peloton un peu amaigri, hein, bien sûr. Il y avait que 34 coureurs qui se sont joués à la victoire d'étape. Et puis là, Scaroni qui emmène pour Guillermo Thomas Silva, l'Uruguayen, qui vient chercher cette victoire d'étape au nez à la barbe de Florian Stork et de Giulio Ciccone. Et donc, bah, personne n'y s'y attendait, hein, très clairement, à Guillermo Thomas Silva sur cette étape-ci. Pour être honnête, moi je le connaissais de nom, mais j'avais pas suivi ce qu'il avait fait précédemment. Je savais qu'il était présent au départ, mais c'est tout. Et donc, il a une belle pointe de vitesse, Guillermo Thomas Silva, et il vient chercher cette victoire d'étape et ce maillot rose. Un Uruguayen, donc, qui vient chercher cette victoire d'étape, c'était quand même assez fou. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de coureur qui gagne, dans un scénario vraiment un peu décousu. Donc, je dirais que cette étape, en dehors de la chute, qui était vraiment évidemment terrible, c'était une étape vraiment cool à suivre. Donc très intéressante avec cette victoire de la Astana donc. Et faut quand même parler des abandons parce que c'est vraiment très dommage. Je vous avais dit que j'étais pas certain que la UAE jouerait le classement général parce que Adam Yates, il a un peu sur la pente descendante malgré tout. Il avait pas fait un début de saison folichon et parce qu'on se dit est-ce que Jevine va jouer le classement général? Pas sûr. Yann Christen, 3 semaines c'est trop long. Bon bah on a déjà deux coureurs qui ont sauté avec Jevine qui a fini dans l'ambulance. Et puis, malheureusement, comme d'habitude, hein, Jevine, il a vraiment pas de chance. C'est un coureur qu'on connaît pour ses nombreuses chutes. Il était pas issu de la route à la base, hein, il a été détecté sur Zwift, pardon. Donc on peut le charrier un peu souvent quand il tombe, mais là, c'est pas de sa faute si ça tombe. Et bah, malheureusement, il s'en sent encore mal. Donc on espère qu'il sera vite remis. Et puis Adam Yates, malgré tout, même si moi j'étais pas super confiant pour son classement général, perdre un coureur de cette trempe sur ce Tour d'Italie qui a pas une start list de folie, ça fait un peu mal. Donc voilà, vraiment déçu pour ça. L'abandon de Buitrago aussi, même si Buitrago, pareil, début de saison un peu en demi-teinte, on se dit quand même que c'est un coureur qui aurait pu jouer quelque chose au classement général. Et malheureusement, non, il chute, il abandonne. Donc étape qui fait mal, hein, franchement, avec ces abandons-là. Mais sinon, le dénouement pour Guillermo Thomas Silva, c'était très très cool. Et le lendemain, nouveau sprint qui arrive à Sofia, en Bulgarie, la capitale donc. Nouvelle échappée nulle, simplement. Les 2 Polti de d'habitude, avec Oscar Sevilla qui allait chercher encore une fois les points au classement du meilleur grimpeur. Et puis un coureur de la Bardiani avec Manuele Tarozzi, si je dis pas de bêtises. Et donc, échappée qui est reprise dans les tout derniers kilomètres,
Déjà, pas de chute sur cette étape-là, pas de grosse chute en tout cas. En même temps, vu le final qui était tracé sur une autoroute, il risquait pas trop d'y avoir de chute, donc ce qui est une bonne chose, parce que la santé et la sécurité des coureurs est préservée, pardon. En revanche, en termes de paysage, moi je vous avoue que j'aurais bien aimé voir un peu plus de la Bulgarie. On a vu de la pluie et des autoroutes tout du long, donc c'était dommage. Et on arrive à Sofia sur une autoroute, quoi. Donc voilà, un peu déçu de ça, mais sinon, en tout cas, une étape vraiment tranquille. On a eu quand même ce petit col qui a été monté tranquillement, franchement, par le peloton, avec un Ardo Deli qui était lâché, qui a vraiment bataillé pour rejoindre l'arrivée. On a eu ce petit coup de main de Victor Campenaerts qui était vraiment très sympa. C'était la belle image de la journée. Et puis ce sprint, donc avec Paul Magnet qui s'impose une fois à nouveau. Et surtout, moi là, c'est la manière dont il allait s'imposer cette fois-ci. Elle m'a encore plus impressionné que l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, pardon. L'étape numéro 1, on peut se dire qu'ils sont que 8-9, qu'il y a eu la chute, etc. C'est des circonstances particulières, même s'il y avait des plus gros sprinteurs, hein. Là, cette fois-ci, il y avait tout le monde sur une énorme autoroute. Et bah, je sais pas, il y a Milan qui panique, qui lance le sprint à 250-300 mètres. Et dans sa roue, bah, il y avait Paul Magnet. Et Paul Magnet était très bien placé. Il est venu déborder Milan tranquillement pour s'imposer. Enfin, je dis tranquillement, à 1600 watts, hein, mais euh, il a couru en patron Paul Magnet, alors que Milan, il est censé avoir un peu plus d'expérience quand même. Il a que 25 ans, mais il est censé avoir de l'expérience. Manu est 22. C'est lui qui a couru à l'expérience. Il vient chercher cette première place. Un peu devant Milan, un peu devant Groenewegen. C'était vraiment les trois plus rapides sur un sprint tout plat comme ça. C'était aussi ceux qui étaient le mieux placés. On a par exemple un Tobias Lund Andresen qui va vite, mais qui était 9e seulement. Je pense qu'il était mal placé. Et Madis Mikkels qui fait une super 4e place. Donc franchement, Madis Mikkels court à rassure pour la suite de ce Tour d'Italie. Et donc, super victoire de Paul Magnet. Euh, Vient clore ce premier week-end bulgare. Et ensuite, on a donc demain l'étape de repos pour partir en Italie. Les enseignements, bah, les premiers, c'est que Milan, il a pas un train de fou et qu'il arrive pas trop à s'en sortir avec. Même s'il écrase les pédales, ça suffit pas. Il se fait battre par un Paul Magnet. Donc, deuxième enseignement, Paul Magnet est vraiment très fort. Ça, c'est une super nouvelle pour la France. Donc, déjà deux victoires d'étape. Et franchement, je pense qu'il y en a d'autres. Je serais pas étonné que la semaine prochaine, il aille en chercher une autre. On parlera du profil juste après. Et Groenewegen, troisième. Je pense que c'était une de ses plus belles opportunités. Pas sûr qu'il soit capable d'en gagner la semaine prochaine. Il faudra peut-être attendre l'étape à Milan pour lui. Donc, dommage pour lui, mais beau sprint. Sinon, les enseignements de la semaine, bah, c'est tous ses abandons, bien évidemment. Et puis, en montagne, bah, Vingegaard, il est pas dégueu. Et surtout, il a l'air d'être un petit peu offensif. Il a dit dans son attaque que c'était pour bien se placer, être en sécurité, etc. Je pense qu'il avait aussi envie de tester un peu la concurrence. Donc, Vingegaard semble en forme. Pellizzari aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Et enfin, Lennart Van Edvelt revient des enfers pour être à un très bon niveau, contrairement à Arnaud Delis. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour la Lotto Intermarché. On verra si Arnaud Delis repart en Italie pour l'étape numéro 4. J'espère que l'étape de repos va lui faire du bien, mais ça sera vraiment la semaine de la vérité pour Arnaud Delis, hein. De toute façon, s'il est pas en forme, à l'étape du blocos, il va bâcher, même avant, hein. Donc je pense que bon, on verra très vite ce qu'il en est pour lui. Voilà, je vous propose donc qu'on passe au profil des étapes suivantes, donc de la semaine prochaine. On commence avec l'étape numéro 4. Donc étape numéro 4 qui se tiendra ce mardi, qui arrivera à Cosenza. Étape courte, très très courte après la journée de repos. Heu, Seulement 138 kilomètres. Donc ça va rouler vite, je pense. Heu, il y a un sommet de 2e catégorie, pardon, qui fait 14 bornes à 6. Donc c'est pas un col pour amuser la galerie, hein. C'est un vrai vrai col. Et ensuite, on redescend. Donc, le sommet est situé à 42 kilomètres de l'arrivée. On redescend et on va chercher un final sur un faux plat montant, hein. Quand même, l'arrivée, là, en faux plat montant, c'est pas rien. Là, on nous annonce 400 mètres à 4% de moyenne. Donc, final pas si facile. Mais surtout, moi, je me demande, est-ce qu'il y aura tous les sprinteurs pour ce final? Parce que, franchement, je suis pas sûr que du Milan et du Groenewegen, ça passe. J'ai l'impression que, notamment, la Decathlon CMA CGM, ils ont tout intérêt à rouler sur cette étape-là pour lâcher les plus grosses cuisses. Et je pense qu'il y a moyen parce que le sommet n'est qu'à 40 kilomètres de l'arrivée. Ensuite, il y a de la descente. Franchement, il y a moyen de lâcher les plus gros sprinters et d'aller s'imposer avec les mecs qui passent un peu mieux les bosses. Donc moi, je pense que la Decathlon CGM, CMA CGM, c'est ceux qui ont le plus intérêt à le faire.
Astana va devoir rouler pour aller chercher, pour conserver le maillot rose dans tous les cas, donc ils vont un peu rouler. Ils vont pas rouler très fort, hein, je pense, mais ils vont devoir le faire. Pourquoi pas la Alpecin qui pourrait rouler aussi, ça dépendra de l'état de forme de Groves. On sait que Groves a chuté. S'il se sent bien, bah, il aura besoin d'éliminer des mecs comme Milan et puis Groenewegen pour jouer le sprint. Donc ça peut être le cas. On peut avoir des équipes qui roulent pour Ben Turner du côté de la Ineos, or Luis Aoular pour la Movistar. Je pense que la NSN ne roulera pas, mais Corbin Strong passera, c'est sûr. La question c'est est-ce que Ethan Vernon sera capable de passer? Je pense que Magnier sera de la partie, mais on peut aussi l'éliminer, hein. Si Decathlon fait un gros rythme, je pense que Magnier peut sauter. On a vu qu'il était moins dégueulasse que Milan et puis Groenewegen quand ça monte. C'est pas non plus un poids plume. Et je pense que Lund Andresen grimpe bien mieux, par exemple, que Magnier. Donc Magnier devrait être là, mais c'est incertitude quand même. Et je pense qu'on a des gars comme Jonathan Milan et Groenewegen qui peuvent vraiment ne pas passer. Il y a un monde, 50% de chance dans lequel il passe pas cette côte. Un Ethan Vernon, est-ce qu'il sera là? Je suis pas sûr. Un Casper Van Uden non plus. Pascal Ackermann, est-ce que ces gars-là vont passer ce col qui a un sommet à 40 km de l'arrivée? C'est pas certain. Donc c'est les coureurs qui font la course. On verra bien s'il y a une équipe qui décide de prendre la course en main et d'éliminer les plus grosses cuisses. Mais moi, je pense que c'est un scénario possible. Là, on a eu des petites purges quand même sur les étapes 1 et 3, on va pas se mentir. L'étape 2, elle était plus intéressante. Là, il y a moyen de faire quelque chose. On verra quel sera l'état d'esprit des coureurs. Parce qu'après, bah, il n'y a pas trop de sprint, quoi. Le prochain sprint, c'est l'étape de Naples. Donc il y aura une étape entre deux. Et je pense qu'il y a un coup à tenter. Donc on verra ce qui se passera. Et on verra aussi dans quel état sera Arnaud Delis. Euh, Parce que soit Arnaud Delis bâche en étant définitivement lâché dans le col de deuxième catégorie, soit il s'est requinqué, et là il peut passer ce col-là et aller jouer le sprint. Donc voilà, ça sera intéressant à suivre. Mais étape un peu plus intéressante que ce qu'il n'en paraît, elle a un profil assez similaire à celle qu'on a eu ce dimanche, l'étape 3, sauf qu'elle est plus courte, le col est plus dur et le col est situé moins loin de l'arrivée. Donc franchement, il y a peut-être un truc à aller jouer là pour les équipes qui ont des gars qui passent bien les bosses. À suivre. Étape numéro 5. Étape numéro 5, alors l'étape d'avant c'était très facile, c'était 138 km. Là ça n'a rien à voir, on a une étape de 200 km qui arrive à Potenza avec 3700 mètres de dénivelé positif, donc là ça va faire mal aux jambes. On commence avec un col de troisième catégorie, ça monte un petit peu, puis ensuite on a du replat, on va dire sur la fin du premier tiers, début de la deuxième moitié, et ensuite on a un petit enchaînement de difficultés avec ce col de deuxième catégorie qui fait 6 km 5 à 9% de moyenne. Ça, c'est un col vraiment dur. Le sommet est situé à 50 km de l'arrivée, donc il peut se passer encore des choses après. Sauf qu'il n'y a pas de descente juste après le col. On continue un peu sur un plateau, ça monte, ça descend, c'est vallonné. C'est dur. Ça fait mal aux jambes, hein, très clairement. Et ensuite, il y a cette descente qui arrive à Potenza. Et là, à Potenza, repetcho à environ 4-5 bandes de l'arrivée. Une côte qui fait vraiment mal. Je pense que ça monte à peu près à 1 km. On a des passages très durs à 12% à un endroit. Donc là, il y a moyen de ressortir pour un coureur qui serait très fort en punch et qui aurait encore des compagnons d'échappée à ce moment-là. Et donc je me demande qui va aller jouer cette victoire d'étape. Le sommet est situé à 4-5 km de l'arrivée et ensuite ça redescend pour aller chercher le bas de Potenza et puis ensuite sprint en faux plat montant. Euh, Étape très indécise et c'est ça qui fait aussi le sel de cette étape-là, c'est qu'on ne sait pas trop quel scénario. Ça peut être la première victoire pour les échappés. Ça dépendra aussi de la Astana, je pense, parce que est-ce que la Astana a envie de laisser le maillot de leader alors que on se dit peut-être que Guillermo Thomas Silva, il peut passer cette étape-là, si jamais ça va jouer groupé. Donc, ce qui est sûr, c'est que les leaders devraient rester à peu près tranquilles, je pense. C'est pas assez dur. On n'est pas à l'abri que ça s'attaque dans le dernier repetcho à la finale à Potenza, mais je pense que ça va rester assez tranquille du côté des leaders. Mais là, ça sera une vraie course pour Costaud, et donc ça peut se jouer soit entre les échappés, soit les punchers, je pense. Et vu qu'il n'y aura pas trop d'écart au classement général, je sais pas si l'échappé pourra prendre vraiment beaucoup de champs, notamment parce que la Astana voudra garder ce maillot rose. Et donc, franchement, c'est très ouvert. Dans les coureurs que je me suis noté, peut-être qu'un Oulalio, un Valgren pour l'AIF, Javier Romo pour la Movistar, Magnus Sheffield, Corbin Strong pour la NSN, Garofoli pour la Quick-Step Soudal, Jonathan Narvaez, Morgado bien évidemment pour la UAE, c'est des coureurs qui peuvent suivre des coups, partir dans des échappées, j'espère. Ou alors qui attaqueront en puncher, mais il y a moyen de faire un truc là dans ce final, je pense, ou même dans les 50 derniers kilomètres.
Et je pense qu'on mettra à mal le maillot rose, mais on verra si ces gars-là peuvent aller dans l'échappée ou s'ils se contentent d'attaquer dans le final. Je pense même que ce sera peut-être un peu plus dur pour eux parce qu'ils sont pour l'instant placés au classement général et on les laissera peut-être pas partir, mais un Van Velt pour la Lotto Intermarché, un Filippo Zana pour la Soudal Quick-Step, Yann Christen bien évidemment pour la UAE, un Scaroni pour la Astana, tout ça c'est des coureurs qui peuvent vraiment briller sur cette étape-là. Reste la question de savoir est-ce qu'ils auront un peu de marge de manœuvre parce que pour l'instant c'est des gars qui sont trop proches au classement général et je pense qu'on les prend encore un peu trop au sérieux pour l'instant pour les laisser partir. Donc on verra comment ça va se passer, mais franchement c'est indécis, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir un sprint à 30-40 unités à la fin. En bas de Potenza et peut-être que on aura une surprise au sprint s'il y a un gros groupe, type Guillermo Silva, hein, tout simplement. Peut-être que ce sera lui qui ira chercher encore une fois cette étape-là. Il peut garder le rose. Peut-être qu'il ira dans l'échappée. Bref, franchement, étape assez intéressante. Franchement, Potenza, elle est à suivre. Étape numéro 6. Bon, bah là, on repart dans l'excès inverse. Étape qui va jusqu'à Naples, 141 km. Quasiment aucune difficulté, un petit col de quatrième catégorie. Donc, bon, a priori, pas d'échappée, on va pas se mentir. Ou alors juste un Polti et puis un Bardiani. Bref, ça sera très chiant. On va s'ennuyer, je pense. On verra comment ça va se passer. Mais le final à Naples, sera un petit peu plus intéressant que prévu. Parce que le final est rectiligne jusqu'à la flamme rouge. Et là, à 650 mètres, on tourne à gauche. On arrive sur des pavés. C'est des pavés de ville, hein, on va se calmer. C'est pas le Paris-Roubaix, mais c'est des pavés. C'est très large, mais c'est du pavé, donc c'est un peu pénible. C'est en faux plat montant, c'est du 4%, je crois, jusqu'à l'arrivée. Et en plus, il y a un virage là, un espèce de demi-tour avec deux virages droite assez serrés, à 300-400 mètres de la ligne. Ça va casser la vitesse. Donc on va repartir de là, on sera à 10-15 km/h. Il restera 400 mètres pour aller chercher le sprint final. Ça sera très étiré parce qu'il y a les deux virages qui s'enchaînent, donc il faudra être super bien placé. Et là, on va avoir un sprint, mais ça sera un sprint de coureurs qui passe bien les côtes quand même, hein, parce qu'on est sur du 4% de moyenne. Je suis pas certain que sur ces pavés, ces 400 mètres en faux plat, ces pavés, etc. là, je suis pas certain qu'un Milan, ça soit vraiment le profil qui lui convienne le mieux. Peut-être que sa grande carcasse, elle sera pas forcément à son avantage. Ah pareil, Groenewegen, je pense qu'on peut déjà l'écarter quasiment, donc peut-être même qu'on sprintera pour Koubis. Je pense que Milan sera quand même plutôt dans le coup, mais il sera vraiment défavorisé par ce final-là. Et donc je pense qu'il y a deux grands favoris. C'est Paul Magnier et Tobias Lund Andresen, très clairement. Et donc on est peut-être là à la troisième victoire d'étape ou la quatrième de Paul Magnier, ça serait vraiment super. Bon, je m'enflamme bien évidemment. C'est le côté franchouillard, on va pas se mentir. Je pense que Caden Groves devrait être pas mal sur ce sprint-là. Euh, Même pourquoi pas du Ben Turner, du Orlois Solar, c'est des gars qui vont bien quand ça monte. On verra si du côté de la NSN on joue la carte Vernon ou la carte Corbin Strong, mais là encore il faudra faire un choix à un moment. Est-ce que Delis sera là pour jouer la gagne ou pas? Bon, ça on aura peut-être des réponses, des éléments de réponse pardon, sur les étapes précédentes. Et sinon, après, derrière, on a toujours à peu près le reste des sprinters, hein, du Madis Michels, Paul Pénoët, Pascal Ackermann, Casper Van Uden, Davide Ballerini, Matteo Malucelli, peut-être plutôt pour la Astana, donc ce genre de gars. Mais là, le profil, franchement, l'étape, ça sert à rien de la regarder. Regardez le dernier kilomètre. Et je pense que ça peut être sympa à suivre, malgré tout. Avec ces pavés, là, ce faux plat montant et ces deux virages à la fin à 400 mètres de la ligne. On sera pas sur un gros sprint massif, classique tel qu'on en a l'habitude et il y aura une très grosse bataille pour le placement, ça c'est certain. Donc ça sera sympa à suivre. Le lendemain, étape tout aussi sympa à suivre et étape dont il faudra aussi regarder que le final. Cette fois-ci, on pourra brancher la télé à 15 bandes de l'arrivée puisque c'est l'étape qui arrive au blocos et les organisateurs ont pas fait dans la dentelle puisque l'étape fait 244 km. C'est fou. Franchement, une étape de grand tour qui fait 244 km, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et c'est pas une étape de plat, hein, puisqu'il y a 4400 mètres de dénivelé positif, qui sont répartis plutôt sur la deuxième partie de l'étape en plus. Il n'y a pas de gros col, hein, il y a juste un deuxième catégorie qui est répertorié. D'ailleurs, il y a une cote juste avant qui fait 9 bornes à 5% qui n'est pas répertoriée. C'est une folie. Alors qu'on avait des faux plats qui étaient répertoriés en Bulgarie, mais bref, on y repassera plus tard. Euh, donc la deuxième partie de l'étape qui est vraiment compliquée, hein, ça monte, ça descend un petit peu, etc. Et on arrive bien évidemment au blocos. Le blocos, qu'est-ce que c'est que cette montée? Bah, c'est très dur, hein. C'est 13,5 km à 8,5% de moyenne. C'est très dur. Et on a surtout des passages un peu irréguliers. On a des quelques kilomètres qui sont à plus de 10% de moyenne.
Ça fait très mal et bien sûr, ça sera la première grosse arrivée au sommet, la première explication entre favoris et on aura une première hiérarchie parmi les favoris. Je pense que très clairement, la Visma va essayer d'écraser la course sur cette course-là. Il faut s'attendre plutôt à une course de côte, hein. Je pense pas qu'on lance des grandes manœuvres dès les côtes précédentes, même si on peut rouler un petit peu déjà pour fatiguer un peu les organismes. Mais 244 km, c'est vraiment très long. On verra si une échappée peut aller jouer quelque chose, mais je pense quand même que la Visma aura envie d'aller chercher la première victoire d'étape de leur Giro en allant chercher la victoire au Blocos. C'est quelque chose d'emblématique, donc je pense que les échappés seront repris, même s'il y a moyen d'aller jouer un petit peu. Et donc Vingegaard va essayer d'attaquer de très loin, et je pense que là, sur les 13,5 km à plus de 8%, il y a moyen de faire des gros écarts, et on verra à quel moment il attaquera, et surtout on verra quel sera le comportement des adversaires. Par exemple, on a vu que Pellizzari avait suivi Vingegaard sur l'étape numéro 2, c'était sur une petite côte. Là, est-ce que Pellizzari doit essayer de suivre Vingegaard à tout prix pour essayer de jouer la victoire finale? Parce que là, pour l'instant, ils seront dans le même temps au niveau de cette étape-là. Ou est-ce qu'il doit plutôt monter à son rythme pour pas se faire exploser le caisson? Bah, ça, c'est une question qui sera vraiment cruciale pour cette montée du blocos. Comment va se comporter Jay Hindley aussi? Ça, c'est très intéressant parce que Jay Hindley, je pense très clairement, surtout vu ce qu'a montré Pellizzari depuis le début de la saison, que ce sera plutôt son équipier pour l'instant. Comment est-ce que Hindley va se comporter là à ce moment-là? Et puis derrière, comment ça va se jouer pour les autres favoris de ce Tour d'Italie? On en a perdu quelques-uns. Malgré tout, du Yates, du Buitrago et du Jevine, c'était des coureurs qu'on aurait pu mettre dans un hypothétique top 10. Donc là, ils sont plus là. Mais on verra une hiérarchie qui va se dessiner avec donc Pellizzari, Hindley, aussi Félix Gall. Félix Gall qui peut briller sur cette ascension-là. Michael Storer. On verra comment ça va se passer du côté de la Ineos. Désolé, j'ai oublié le nom complet, mais entre Bernal et Arensman, comment est-ce qu'on va jouer sur cette étape-là? Est-ce qu'on va laisser les deux se démerder et voir qui est celui qui doit jouer le classement général? Ou est-ce qu'on va rouler l'un pour l'autre? Est-ce qu'il y a déjà une hiérarchie qui est préétablie sur cette équipe-là? Tout ça, c'est des éléments de réponse qu'on aura sur cette étape-là du blocos. Pareil pour la Lidl Trek. On sait que Derek G a perdu du temps au classement général avec sa chute sur l'étape numéro 2. Maintenant, est-ce que Ticonnet va vraiment jouer le classement général? Bah, on n'en sait rien. Donc, du côté de Lidl Trek, on aura aussi des éléments de réponse. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la Movistar? Je pense aussi. Rubio et Mas, on sait que c'est les deux leaders, mais qui sera le meilleur sur cette ascension-ci? On aura des premiers éléments de réponse. Est-ce que Pinarello, du côté. Alors, Alessandro Pinarello, le coureur de la NSN, pas l'équipe Q36.5, est-ce que le coureur de la NSN, il va jouer le classement général? Il a déjà perdu du temps. Où en sera Ben O'Connor? Bref, beaucoup d'infos. Où sera Mathis, Mathis Rondel, bien évidemment, pour les Français. Il y aura pas mal d'infos qui seront à tirer de cette étape-là. Et on aura un regard beaucoup plus clair sur la hiérarchie en montagne après cette étape du Blocos. Malheureusement, j'ai très peur que le classement général soit complètement joué, au moins pour la victoire finale. Après cette étape-là, on verra ce qu'il en sera, mais peut-être qu'il y aura déjà plus de suspense au bout de l'étape numéro 7. Et c'est le gros risque en ayant mis cette étape de montagne très dure dès le début du Giro. Enfin, on verra ce qui se passera. Encore une fois, c'est les coureurs qui font la course. Et déjà, il faudra arriver jusqu'à cette étape numéro 7. On verra ce qui se passera sur les étapes d'avant. Bref, étape numéro 8. Étape numéro 8, étape pour Puncher, a priori, étape qui arrive à Fermo, 156 km. Donc on est sur une étape vallonnée, un peu plus tranquille que la veille, mais avec un final qui me plaît bien. Sur le dernier tiers, on va dire, de la course, on a plusieurs ascensions qui s'enchaînent. Troisième, quatrième catégorie, sprint bonus, mais mine de rien, c'est quand même des petites ascensions qui font bien mal. Et je me demande qui sera victorieux sur cette étape-là. Est-ce que ce sera les punchers ou les échappés? Est-ce qu'après l'étape de la veille, qui aura mis à mal les organismes, on aura des équipes qui voudront contrôler la course ou est-ce qu'on va laisser partir une échappée et puis on dira bon, on verra. De toute façon, je pense que Vingegaard sera en rose. Je suis pas certain que Vingegaard veuille garder le maillot rose. Donc là, c'est le moment où on peut laisser partir des gars à l'avant pour leur faire prendre le maillot. Donc là, potentiellement gros enjeu dans cette échappée-ci et celle d'après, mais surtout sur celle-ci, je pense. En se disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher un maillot rose sur cette étape-là? Donc vraiment un truc à suivre. Et puis, quand même, en termes de profil, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus de toutes ces pistes d'ascension, dont la dernière ascension répertoriée a son sommet situé à 10 km de l'arrivée, même pas 8,5. Ensuite, il y a un mur à 3-4 bandes de l'arrivée, là, un mur qui fait 800 mètres à 14% de moyenne. Ça va faire très très mal. Et ensuite, c'est quoi? C'est du faux plat montant jusqu'à l'arrivée. Donc une fois qu'on arrive au-dessus du mur,
Il faut encore avoir les ressources pour aller faire le sprint pour la fin. Le dernier kilomètre, il a 5% de moyenne. Ça va être une étape pour costaud, très clairement. On verra si ce sera les échappés ou les punchers qui joueront la victoire finale. Ça dépendra du scénario que les coureurs ont décidé. Là, franchement, on est un peu trop tôt dans la preview pour pouvoir vous dire qui ira gagner. Mais bah, je pense que même qu'un Vingegaard peut aller chercher la victoire d'étape, hein. Pourquoi pas avec ce mur là qui est très dur, 800 mètres à 14%, dont le sommet est à 3 mètres, 3 km de l'arrivée. Il y a peut-être un truc qui allait jouer. Donc pourquoi pas Vingegaard, pourquoi pas les autres favoris. Sinon, on ressort toujours à peu près les mêmes noms des punchers, hein. Je pense qu'un Oulalio, un Valgren, un Ciccone, Lennart Van Etvelt, Scaroni, Vlasov, ça peut aller chercher des trucs aussi. On a bien sûr le trio infernal de la UAE avec Morgado, Narvaez, Christen. Ces gars-là peuvent aller chercher un résultat aussi. Voilà, ça sera indécis. On verra si ça sera les échappés ou les favoris sprinter punchers qui vont chercher la victoire, mais ce sera intéressant à suivre aussi. Et là, pour le coup, je pense que faudra te regarder un petit peu avant la fin. On peut pas se contenter de regarder les 5 derniers kilomètres. Je pense que au moins les 15 derniers, ça vaudra le coup pour voir comment ça va se dérouler. Mais peut-être que l'échappée, ce sera déjà fait la guerre dans les codes qui seront avant. Donc, étape cool, franchement. Pour un samedi, c'est une étape plutôt intéressante. Et l'étape du dimanche, pardon, l'étape numéro 9, elle aura un intérêt un peu plus limité puisque c'est une course de côte. 184 km, on arrive à Corno à l'Escalais, qui est situé à 1469 mètres d'altitude. Donc ça vous montre quand même qu'on arrive un peu dans de la montagne, sachant on part au niveau de la mer. Et en fait, on va pas arrêter de monter. Et surtout dans les derniers kilomètres, on est d'abord sur des bosses un peu tranquilles. Et en fait, il n'y a pas de redescente, hein. C'est toujours de la montée. Et ensuite, la dernière montée est très difficile, avec 11 km à 6% de moyenne. Mais en fait, ce qui est très trompeur, c'est que les premiers kilomètres sont faciles, les 4 premiers. Ensuite, on a un petit kilomètre ou deux à 8% de moyenne, où là, ça va faire un peu plus mal. Petit replat. Et ensuite, on a 2 kilomètres à plus de 10% de moyenne qui vont faire très mal et qui sont situés dans les 3 derniers kilomètres à peu près, hein, globalement. Le dernier kilomètre, c'est du faux plat montant. Enfin, faux plat, 5-6% quand même, mais c'est moins dur. En revanche, là, les kilomètres 2 et 3 avant l'arrivée, c'est très très dur. Et ça va s'expliquer pour l'arrivée au sommet. Est-ce que ça, je pense que là, les échappées, ça sera peut-être un peu compliqué. Donc, je vois plutôt des grimpeurs ou des punchers aller chercher la victoire en peloton groupé. Et est-ce que Vingegaard ne sera pas encore une fois le favori? C'est ma grande question. Je pense que oui, plutôt. Peut-être même que l'équipe Visma ira contrôler cette étape-là pour aller chercher une deuxième victoire d'étape après le blocos. Peut-être même une troisième après celle de la veille, l'étape numéro 7, numéro 8, pardon, hein, qui arrive à Fermo. Mais en tout cas, il y a un. Ouais, je pense plutôt grimpeur que puncher, mais peut-être que les punchers peuvent un peu s'accrocher. On verra ce que ça va donner. Donc je pense que Vingegaard est l'immense favori. Attention à Giulio Ciccone sur ce profil-là, vraiment, ça sera intéressant à suivre. Euh, Pourquoi pas Pellizzari aussi, qu'on a vu qui était très fort. Puis ensuite, on se pose la question des punchers, hein, forcément. Est-ce que des mecs dans le genre de Christen ou Scaroni peuvent s'accrocher pour aller chercher la victoire d'étape? Je pense pas. Et donc, on peut même s'attendre plutôt à une bagarre entre les favoris pour aller chercher la victoire d'étape. Et il y aura peut-être même des différences. Je pense que des coureurs qui sont un peu moins explosifs auront peut-être du mal à suivre là-dessus. Je pense à un Félix Gall, par exemple. Est-ce qu'il va prendre un petit tir ou pas sur cette étape-là? C'est franchement pas impossible. Et donc, je le disais, on verra s'il y a des gars qui sont capables de s'accrocher comme Christen ou Scaroni, plus des profils de puncher, mais ça sera franchement un final assez indécis, mais je mettrais peut-être une petite pièce quand même sur Vingegaard sur cette étape-ci. Donc, arrive au sommet qui fera des petits écarts. Je pense qu'ils seront pas monumentaux. Ça n'aura rien à voir avec le blocos, mais il y a moyen d'accentuer un peu certains écarts déjà créés. Donc ça sera intéressant à suivre. Voilà, donc finalement, si on récapitule, je trouve que cette semaine du Giro, là, la semaine 2 ou la semaine 1, appelez-la comme vous voulez, euh, elle est franchement pas inintéressante. Et autant le premier week-end c'était un peu rompiche, là je me dis que première étape du mardi, ça joue au sprint, mais il y a moyen d'éliminer des gros sprinters dans le col de deuxième catégorie, donc je trouve que l'étape est bien tracée. Étape à Potenza, franchement, étape très très difficile qui va s'ouvrir un costaud. Finale un peu indécis avec la difficulté principale qui est située à 50 km de l'arrivée, c'est franchement cool. Peut-être des échappées qui peuvent aller la chercher. Ensuite, on a cette étape à Naples qui donne étape de sprint, bien entendu. Mais le petit twist dans le final, là, cette section un peu pavée de ville avec ce virage à 180 degrés à 400 mètres de l'arrivée,
Bah, je pense que ça donne le sprint un peu plus passionnant que ce qu'il aurait pu être, même si ça sert à rien d'allumer sa télé avant la flamme rouge. Étape du blocos, bah évidemment tout le monde l'attend parce que c'est là que va se jouer le Tour d'Italie. Il sera peut-être déjà plié après cette étape-là. 244 km, quoi. C'est quand même une folie d'avoir tracé cette étape-là. Et puis ensuite, l'étape numéro 8, étape un peu vallonnée du samedi, avec l'arrivée à Fermo qui peut soit s'ouvrir à une échappée, soit à des punchers, peut-être même une attaque d'un Vingegaard. Bref, c'est assez intéressant. Et puis une deuxième arrivée au sommet sur l'étape numéro 9, qui est un peu moins dure, donc qui pourra peut-être s'ouvrir à plus de profils que le blocos. Franchement, c'est avec du recul, cette deuxième semaine, elle est pas trop mal. Le seul problème, c'est que le général sera capoute après le blocos. Ça sera déjà fini. Ceci dit, c'est pas de la faute des organisateurs, même si, évidemment, quand tu mets une étape de montagne si tôt dans un grand tour, avec autant de difficultés, tu peux t'attendre à ce genre de scénario. Là, ils ont pas de chance parce que la start list est vraiment déséquilibrée, mais soyez devant vos télé vendredi quand même, on verra le premier classement des sprinters, pardon, des grimpeurs sur ce Tour d'Italie, ça sera intéressant à suivre. Et donc, je pense que côté français, bah, on n'a pas une start list de fou, hein, on va pas se mentir. Tous nos espoirs, c'est sur Paul Magnier. L'étape mardi, là, l'étape numéro 4, on verra s'il est capable de s'accrocher. Et puis l'étape 6, à Naples, je pense qu'il sera un des grands favoris à la victoire, donc ça sera super intéressant à suivre. Donc voilà pour les enjeux côté français. Autre enjeu, bah, le classement général, bien évidemment. Et autre enjeu, bah, voir l'état de forme des Belges, notamment ceux de l'Intermarché Lotto. L'Auto Intermarché, pardon, quand on court en Italie, ça reste l'Auto Intermarché. Parce que Lennart Van Etvelt peut aller chercher une étape sur cette semaine qui lui convient bien. Et on verra dans quel état sera Arnaud Delis. Ça sera vraiment une problématique importante sur ce Tour d'Italie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un débrief de cette semaine dont on vient de faire la préface. Et puis on parlera ensuite de la semaine qui vient après. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!